Bonjour, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire et ce premier webinaire de l'année pour l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Aujourd'hui, ce premier webinaire fait partie d'une série de 3 qu'on a voulu autour de la compétence. Et donc aujourd'hui, on traite de la compétence à la fois en interne et en externe autour des problématiques de recrutement et de fidélisation de vos talents. Donc, on peut passer à la slide suivante. Je suis Farida Tali, je suis chargée de mission au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises au niveau de l'antenne du Rhône. Je suis accompagnée d'Aurélie Lajarige. Bonjour Aurélie. Bonjour à tous. Aurélie est aussi chargée d'affaires RH au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, mais dans le Cantal. Donc, 2 mots sur Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Nous sommes une association parapublique financée par le Conseil régional et nous sommes aux côtés des PME, PMI de la région Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit autour de problématiques de… Alors là, on voit tous les slides de Yael, ça a dû sauter la présentation. Voilà. Que ce soit au niveau des problématiques de développement économique, donc pour tous vos projets d'investissement, vos projets d'internationalisation, de financement de projets européens, vos projets d'innovation, vos projets de relocalisation et vos projets d'emploi-formation. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui autour de ce webinaire spécial autour des problématiques de fidélisation et de recrutement des talents. Nous avons une mission d'information, d'orientation et d'accompagnement sur ces différentes problématiques. Nous travaillons en partenariat avec l'écosystème régional, en particulier sur l'emploi-formation, que ce soit au niveau des OPCO, au niveau de l'APEC, au niveau du MEDEF, au niveau des dispositifs mis en œuvre par le Conseil régional et d'autres structures, voilà, pour vous aiguiller, vous accompagner au mieux au sein de votre entreprise. Nous avons la joie d'accueillir 2 intervenants de qualité. Yael Darcin-Lanen. Bonjour Yael. Bonjour Farida, bonjour Aurélie, bonjour Bruno. Et puis Bruno Richard. Bonjour Bruno. Bonjour à toutes et à tous. Alors, quelques mots sur nos intervenants. Donc, Yael est directrice de BPI Group. Elle est à la fois directrice, manager et coach au sein de cette structure. Donc, elle a à triple titre une expérience à nous partager sur ces différents domaines. Et puis, Bruno est directeur régional de l'OPCO2I, l'opérateur de compétences pour les entreprises industrielles. Il nous en dira un petit peu plus. Et puis, ça fait un peu plus d'une trentaine d'années qu'il œuvre dans le domaine de la formation. Nous sommes très contentes de vous accueillir ce matin. Merci pour votre invitation. Alors, on peut avancer. Quelques mots sur le fonctionnement. Donc, vous êtes nombreux ce matin, donc vos micros sont coupés, mais vous avez la possibilité d'interagir via le chat et Aurélie se fera votre porte-parole. Vous aurez la possibilité d'avoir ce webinaire en replay et puis la présentation sera envoyée sur demande. On aura aussi une enquête de satisfaction. C'est très important pour nous pour savoir un petit peu ce que vous pensez de ce qu'on vous propose, orienter un petit peu effectivement aussi les prochains webinaires, même si on est autour de la thématique générale de la compétence. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être au plus proche de vos problématiques. Et puis, donc, toute l'équipe se tient à votre disposition au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises pour prendre le relais au niveau des différents territoires. Eh bien, je pense que je peux vous laisser la main, voilà. Donc, nos 2 intervenants vont œuvrer pour animer ce webinaire. Et je pense que Bruno, tu pourrais nous dire 2 mots de l'OPCO2I. Oui, alors l'OPCO2I, c'est l'opérateur de compétences pour l'industrie, donc interindustrielle. Nous couvrons 32 branches professionnelles de l'industrie. Je ne vais pas toutes vous les citer. En gros, on couvre toute l'industrie sauf l'agroalimentaire qui est dans un autre OPCO qui est OCAPIAT pour l'agroalimentaire. Donc aujourd'hui, nous sommes au service de nos 32 branches sur Auvergne-Rhône-Alpes puisque nous sommes répartis sur 12 régions. Et pour Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons plus de 19 000 établissements qui représentent 450 000 salariés donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.
80% de nos entreprises sont de moins de 50, mais nous avons également de grands groupes sur le territoire, qui est un territoire riche en matière d'industrie. Donc pour répondre au service de proximité qui donc fait partie d'une de nos missions, nous sommes répartis sur 7 sites en Auvergne-Rhône-Alpes et nous avons un peu plus de 130 salariés, dont une quarantaine de conseillers au contact des entreprises au quotidien. Et nous, donc voilà, vous avez les différents sites, le siège étant à Lyon. Et donc les conseillers accompagnent les entreprises pour développer les compétences à la fois de leurs salariés par le biais de différents dispositifs, hein, comme l'alternance, puisque nous avons financé l'année dernière plus de 15 000 contrats en alternance pour les entreprises de l'industrie Auvergne-Rhône-Alpes. Donc nous avons accompagné à hauteur de plus de 310 millions d'euros le développement des compétences des entreprises, à la fois de leurs salariés, de l'alternance. Et nous travaillons également avec Pôle emploi pour justement répondre à vos besoins de recrutement avec des demandeurs d'emploi par le biais d'un dispositif qui est la préparation opérationnelle à l'emploi collective, où en contact avec nos branches, nous font part des différents besoins dans l'industrie et nous lançons des POE collectives dans les métiers en tension sur lesquels vous avez du mal à recruter. Donc voilà un peu notre rôle en tant qu'accompagnateur et financeur de la formation professionnelle des entreprises de l'industrie en Auvergne-Rhône-Alpes. On est Parfait. effectivement aligné avec, voilà, avec Bruno et toute son équipe, puisque nous, en tant que cabinet RH, accompagnons les organisations avec, bien sûr, et régulièrement des financements OPCO. Juste pour info, donc effectivement, le groupe BPI, nous sommes présents sur la place depuis de nombreuses années. On intervient sur le capital humain, vous le voyez sur la slide, avec un accompagnement de nos clients sur différents terrains de jeu, qu'ils soient liés à une partie de restructuring, si jamais effectivement une entreprise est plutôt exposée avec une obligation de devoir donner une employabilité externe à ses collaborateurs, mais aussi sur la partie effectivement orga, transformation, conseil RH, qui va être vraiment notre cœur de conversation aujourd'hui, mais aussi le talent management dans tout ce qui relève du coaching et de l'assessment. Alors, la particularité, là, vous avez une slide qui vous montre effectivement la photographie de toute l'équipe BPI. J'en profite et en avant-première, donc à partir du 1er avril, nous regroupons 2 marques, BPI Group et LHH, à ce sujet. Donc nous allons être une soixantaine sur la région Rhône-Alpes de collaborateurs engagés, mobilisés à vos côtés pour adresser l'ensemble des sujets RH. Et à mes côtés dans la salle de réunion, je suis avec Hugo Salagna, qui est basé à Grenoble et qui intervient beaucoup sur les sujets que nous allons adresser, qui m'a aidé à co-construire notre support, et Sylvain Mazet, qui est en responsabilité de la commercialisation et des liens partenaires avec nos clients et qui s'associe aussi à cet exercice avec nous. Avant de commencer, quand on a préparé effectivement ce sujet, on s'est dit comment est-ce qu'on va adresser le point, mais déjà, on avait envie de jouer carte sur table. Voilà, c'est un petit peu disruptif, c'est un petit peu provocateur, mais on avait envie de vous donner des signaux, pour certains qui sont évidents, pour d'autres qui risquent peut-être de vous interpeller, mais ayons en tête que, si on raisonne dans le modèle de recrutement comme avant, si on n'est pas dans un format où on donne du sens et une transparence au processus de recrutement et d'accompagnement des collaborateurs, si on n'est pas avec une signature RSE, avec un écosystème, avec effectivement une signature sociale et sociétale, s'il n'y a pas à un moment une conversation avec vos équipes managériales et RH, une stratégie talent et d'employabilité interne, voire externe, si vous n'êtes pas clair sur les rôles et responsabilités, beaucoup de nos missions vont très fréquemment adresser à un moment ou à un autre un terrain de travail sur effectivement le contour des postes et ce que l'on met derrière les postes. La communication, le mouton à 5 pattes, je ne vous lis pas effectivement toute la slide, mais une chose est sûre, c'est que vous êtes aujourd'hui, pour certains d'entre vous, dans une tension de recrutement, avec une incompréhension de ne pas avoir effectivement les CV ou les postes à adresser, les compétences attendues. Une chose est sûre, c'est que le modèle a évolué et on est dans un contexte qui effectivement qui fait que la stratégie de recrutement, si elle n'est pas en conscience de ces éléments, déjà peut avoir un point d'alerte. On est aussi sur un format où on n'est plus sur une réalité, mais des réalités. Alors d'autant plus, alors on a bien sûr revisité la slide,
parce qu'on sait que le terrain pénurique est un terrain majeur sur lequel effectivement beaucoup de métiers sont exposés. J'étais hier à la direction de la Chambre des métiers et donc on a échangé effectivement sur ce qui se passait pour les artisans. J'étais avec la CPME aussi récemment, on a échangé aussi sur ce qui se joue pour les organisations. Une chose est sûre, c'est qu'on a plusieurs réalités. Un, il y a des métiers pénuriques. Deux, il y a l'impact de l'hybridation qui fait que d'une gestion de crise, et j'avais fait il y a quelques mois une intervention à vos côtés sur l'impact effectivement du Covid, ce modèle d'hybridation devient maintenant une donne établie et pas juste une gestion de crise ou d'un modèle effectivement ponctuel. Il y a des enjeux économiques et sociétaux. Et on sait qu'aujourd'hui, l'impact de ce qui se joue sur le bassin de l'Est va avoir des répercussions fortes économiques et sociales sur l'ensemble de l'écosystème de proximité, dont l'Europe. Dans les informations qu'on avait sur Aura, on était sur un moins 5 plus 6 milliards, entre guillemets, 5 milliards entrants, 6 milliards sortants, mais on est avec effectivement une activité qui va avoir beaucoup d'impact sur l'ensemble des entreprises. Il y a les matières premières, et on sait que certaines sont très exposées. Il y a aussi une démobilisation managériale. Vous voyez, tout est effectivement mélangé, mais on est aussi avec des équipes qui sont parfois en perte de sens. On parlait beaucoup de burn-out et de bore-out. Burn-out, on explose en vol. Bore-out, on s'ennuie, on ne voit plus, on est plutôt en poste-placard. Là, aujourd'hui, il y a un vrai sujet qui est sur le burn-out, qui est sur effectivement cette question de sens, de valeur, de croyance, de modèle de développement. Et aujourd'hui, il faut prendre en considération ce qui se joue pour les collaborateurs avec l'impact Covid, avec l'impact socio-économique et avec effectivement certains virages qu'il va falloir opérer. Donc, voilà, on a effectivement posé ces éléments. Bruno, je te propose d'enrichir effectivement cette slide dont on regarde dans ce qui se joue dans les entreprises. Mais ce dont on se rend compte, c'est que nous, dans notre constat, les entreprises sont à plusieurs vitesses. Certaines vont être en mode accéléré. Et on fait effectivement de ces 2 dernières années un modèle qui s'est vraiment accéléré, qui est passé avec un taux de croissance à 2 chiffres. D'autres, effectivement, ont vu leur activité vraiment ralentie et donc ont dû réguler et ajuster les voiles, si je peux prendre cette image. Et puis d'autres sont aussi, en termes d'organisation, conscientes que leur modèle actuel ne peut plus porter le modèle de demain et donc doivent repenser en termes de transformation clairement leur approche marché, métier et business model en général. Pour ton point de vue, Bruno, quand tu vois effectivement cette slide sur la réalité des réalités, puisqu'on est un peu à double voix et un peu en mode interview partagée. Je confirme, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les branches professionnelles que l'on rencontre nous disent que leurs adhérents ont des difficultés à recruter et pas forcément sur les cœurs de métier. Donc maintenant, j'ose plus parler de métiers en tension parce qu'ils sont quasiment tous en tension à tous les niveaux. On le voit nous-mêmes en tant que structure donc qui emploie plus de 130 personnes, on a du mal à trouver des gestionnaires, on a du mal à trouver des administratifs. Donc c'est pas que les cœurs de métier. Donc nous, on parle de métiers qui recrutent, qui sont quasiment sur tous les métiers, mais surtout aussi sur les métiers techniques. Alors on a sur les 32 branches des distinctions entre les branches. Il y a des branches qui, je pense à la métallurgie, qui a depuis des décennies des problématiques de recrutement hein, sur les métiers techniques, avec des problèmes d'attractivité sur leur métier. Et on se rend compte, je découvre aussi maintenant des branches comme la pharmacie, qui n'avaient pas de difficulté pour attirer les compétences, hein, attirer les personnes, et qui aujourd'hui commence à se rendre compte que lui aussi il a des difficultés en termes d'attractivité. Et donc un de nos rôles, hein, en plus de financer, d'accompagner les entreprises sur la formation de leurs salariés, on a pour mission de promouvoir les métiers de l'industrie. Et donc nous menons des actions auprès de différents salons. On était présent au WorldSkills, on sera bien évidemment au Mondial des métiers en fin d'année qui a été reporté, on sera au Groupama Stadium le 19 mai pour donc parler des métiers auprès des jeunes. Donc on a toute une action à mener pour promouvoir les métiers industriels qui sont des métiers où il y a des fortes possibilités d'évolution. Alors c'est vrai qu'on travaille sur l'image parce que l'image n'est pas forcément bonne toujours au niveau des métiers industriels alors qu'il y a de belles réussites et il y a des possibilités d'évolution importantes.
Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a l'impression de revenir dans les années 70, où les entreprises se font de la concurrence entre les salariés. Et aujourd'hui, on nous dit, bah, c'est un peu le plus offrant vers lequel je vais aller, etc. Même si le salaire n'est pas l'élément unique, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des grosses tensions même entre les entreprises qui se font une concurrence sur les talents et les compétences. Et tu as raison, et cette concurrence, elle peut être soit très marquée, soit aujourd'hui avec une prise de conscience il faut peut-être mieux mutualiser nos efforts plutôt que d'être contre et d'aller ensemble dans ce qui se joue sur la place. Quand on a travaillé sur ce webinaire, messieurs, dames, on s'est dit, avant de vous présenter finalement notre regard à Bruno et nous sur cette stratégie de recrutement et ce qui se joue sur la place, on avait envie de vous poser une question. Aurélie, je te passe le micro. Oui, alors du coup, on va lancer un sondage. Je vais le lancer tout de suite. Donc, en fait, on va vous demander si vous deviez prioriser aujourd'hui dans cette liste. Le premier, c'est pénurie de compétences sur des métiers en tension. Post-Covid avec un impact effectivement d'hybridation, le télétravail, tout ce qui est management, tout ce qui est géopolitique et enjeux économiques, et quête de sens, démobilisation salarié-manager, et le dernier, évolution des méthodes, outils de recrutement. Donc allez-y, vous pouvez voter. Je vais vous laisser un temps de réponse. Donc, on avait envie effectivement d'avoir, vous, votre perspective sur aujourd'hui, vos cailloux dans les chaussures sont probablement sur pas mal de points cités, mais si vous deviez les prioriser, quel est aujourd'hui vraiment le sujet pour vous, dirigeants ou DRH d'organisation, acteurs effectivement de votre modèle? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui vraiment vous empêche un peu de dormir ou en tout cas est un vrai sujet que vous devez adresser ou que vous êtes en cours d'adresser? Alors, on a quand même quelques thèmes qui ressortent en premier. On a un beau taux, j'attends encore 10 secondes et je vais lancer. Voilà, je publie. Donc, on va découvrir les thématiques. La première, effectivement, c'est pénurie de compétences sur des métiers en tension, ce que vous venez d'évoquer tous les deux. La seconde, c'est quête de sens, démobilisation des salariés et managers. Ensuite, on a l'évolution des méthodes, des outils de recrutement. Et enfin, ex aequo, c'est post-Covid et tout ce qui est géopolitique et les enjeux économiques. Donc, je pense que vous avez accès aussi, Yael, aux résultats. Oui, on les voit là en double écran partagé. Okay. Effectivement, enfin, là-dessus, il n'y a pas de grand étonnement, je pense, et Bruno, tu le confirmeras aussi, mais le vrai sujet, c'est ce qui se joue au niveau capital humain sur cette problématique de postes à pourvoir et de managers qui peuvent être essorés, rincés, essoufflés, en tout cas qui vont être démobilisés et peuvent effectivement nous amener dans une spirale qui n'est pas un cercle positif. Alors, vous l'avez vu, on n'a pas encore posé le menu, on ne vous a pas encore établi comment on allait adresser ce sujet. Et donc, il faut qu'on ait tous en tête, et c'est comme ça qu'on a construit le webinaire, sur qu'est-ce qui fait que les gens ne viennent pas à nous, ou qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à recruter, ou qu'est-ce qui fait que nos managers aujourd'hui, comme la bande passante devient de plus en plus serrée, évidemment, on les met en risque, on expose les collaborateurs, on expose les managers, et on est dans un système qui n'est plus, je dirais, dans un format positif et constructif et qui est beaucoup plus en réaction et en réactivité et beaucoup moins en stratégie ou en anticipation. Donc, quand on a travaillé sur ce projet, sur ce webinaire, il y a plusieurs façons d'adresser le pénurique. Il y a plein de webinaires ou de supports qui existent déjà sur les compétences, les talents, la marque employeur. Nous, on a fait effectivement, petit souci. Voilà. Nous, on a fait effectivement le choix d'adresser le format avec 4 angles d'attaque. Le premier, c'est de se dire, si on a un vrai sujet d'équipe non mobilisée et de marché en tension, avec effectivement une offre pénurique et donc une difficulté à trouver les équipes au bon endroit, on doit se poser la question déjà de l'état des lieux d'IAG RH. On vous montrera une ou deux slides sur
déjà se poser les vraies questions de est-ce qu'on a un bon état des lieux, une bonne photographie à 360 de ce qui se joue au niveau RH en interne. Le deuxième point, c'est effectivement lié à la stratégie de recrutement et avec les vraies questions aussi, des trucs astuces qu'on va vous donner pour pouvoir être encore plus actif entre guillemets et mobilisé sur cette stratégie de recrutement avec néanmoins une prise en conscience d'un rapport de force qui s'inverse entre candidats et organisations. Là, on est vraiment centré sur vous, vos organisations, sur l'état des lieux et là où vous en êtes et cette stratégie de recrutement. Pour autant, avec Bruno, on s'est dit qu'on allait aller plus loin et qu'on allait effectivement ouvrir le terrain sur les études de bassin, sur effectivement les études d'employabilité et la prospective. Et Aurélie et Farida, effectivement, qui nous ont aidés à construire ce modèle, là-dessus étaient tout à fait d'accord en disant on ne peut pas rester que centré sur notre organisation et ce qui se joue pour notre société, mais être bien conscient de ce qui se joue aussi dans l'écosystème. Et donc, on a des outils, des leviers, des supports, des aides qui sont financées, on vous le dira ça après à la fin de ce webinaire, qui peuvent être entièrement prises en charge ou en partie par l'OPCO2I pour vous aider à agréger ces 4 thématiques. Donc, déjà, peut-être vous vous posez, vous, individuellement, la question en disant, tiens, dans le cadre de mon organisation et de la société, finalement, je suis plutôt à l'aise et c'est plutôt curseur au vert sur mon diag RH et ma stratégie de recrutement. Et je pense qu'on est plutôt en maîtrise de sujet. Mais oui, effectivement, la partie études de bassin, études d'employabilité, études de territoire et prospective, je n'ai pas trop adressé le sujet sur les métiers de demain et sur ce qui va se jouer pour ma société. Ou alors, à l'inverse, vous êtes peut-être déjà très investi sur la prospective et votre modèle de demain est peut-être moins centré sur ce qui se joue aujourd'hui. Voilà, on va essayer en quelques slides pour chacune des thématiques d'ouvrir des champs du possible, vous faire aussi des temps avec des sondages pour avoir votre point de vue, puisque ce webinaire ne se veut pas descendant, mais au contraire interactif, et on a prévu un temps, bien sûr, pour répondre à vos questions et réagir à vos points de vue et regards de la situation. En tout cas, tout ce que l'on va adresser, et ces 4 thématiques, peuvent être portés par des cabinets RH, comme le groupe BPI et HH, peuvent être financés avec en partie des OPCO et d'autres aides X, Y, Z, on y reviendra. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut vraiment se dire que dans le modèle d'aujourd'hui, si vous n'avez pas une maîtrise de ces 4 sujets, ça va rendre l'exercice plus compliqué. Bruno, un point peut-être complémentaire sur ce menu avant qu'on lance la slide sur la partie diag RH. Après, je te propose d'intervenir sur les différents sujets puisqu'on a des réponses effectivement sur ces différentes questions que l'on peut proposer aux entreprises industrielles. D'accord. Donc, très rapidement, puisqu'on ne veut pas être dans un schéma avec 50 slides et être uniquement en pitch descendant, 2 slides sur la partie diag RH. Comme vous pouvez le voir sur un diag RH, il faut vraiment bien identifier tout ce qui se joue au sein d'une organisation. Et quand on parle de diag RH, souvent on pense à 2-3 sujets. Là, vous allez le voir, et après, on peut effectivement adresser différents sujets, différentes thématiques. Mais comme ça, juste en direct, selon vous, qu'est-ce qu'il faut analyser en priorité par rapport à cette stratégie RH liée au recrutement et liée à la démobilisation des équipes? Quelles sont les thématiques que vous devez analyser dans votre diag RH? On va faire un petit sondage avant de vous montrer effectivement la liste de tous les sujets adressés. Et il sera intéressant de voir les points que vous avez soulevés versus nous, la réalité de ce que nous observons en direct avec nos clients. Vous pouvez interagir dans le chat en fait pour nous livrer un peu vos thématiques sur quelles seraient les thématiques à analyser selon vous dans un diagnostic RH. Donc là, c'est plutôt des réponses libres qu'on peut relayer via le chat. On attend vos contributions. Allez-y, n'hésitez pas. Il y a des petites propositions qui arrivent? Oui. Tu les vois, Farida? C'est bon. Ah oui. La Moi, je suis en rémunération. écran central, je ne les vois pas. Oui, je me fais le porte-parole des participants. Donc, la rémunération, l'attractivité, rémunération, projet professionnel proposé et QVT, la pyramide des âges, comment je travaille ma marque employeur, la durée du turnover,
la pertinence des descriptifs de poste versus la réalité terrain, le nombre de candidatures spontanées reçues, la marque employeur, la souplesse des horaires de travail et la possibilité et la vision et la possibilité de télétravailler, excusez-moi, j'ai loupé si je mets mes lunettes, ça ira mieux. La vision, la stratégie de l'entreprise, le bien-être au travail, l'évolution, la gestion des départs en retraite, la marque employeur, donc qui revient à plusieurs reprises, comment fidéliser, la stratégie de l'entreprise, le partage de la vision, comment fidéliser quand les perspectives de progression sont limitées, comment intégrer des jeunes en formation, comment les encadrer, gestion des compétences, partage des valeurs, politique de formation. Est-ce que j'ai les bonnes personnes au bon poste? Donner du sens, leur transmettre notre vision stratégique, la formation aussi qui revient. Voilà, on pêle-mêle un petit peu tous les sujets. Plein de sujets adressés. Alors, vous avez effectivement, au vu de, et merci pour votre contribution, listé plein de thématiques, et vous avez raison, elles sont importantes. Sans prendre de position, ce qu'on peut juste vous dire, c'est que quand on est dans un diag RH, il va falloir déjà se poser la question par rapport au cœur central, le rond avec effectivement la dizaine de points que vous voyez sous les yeux, se dire, est-ce que là-dessus, j'ai effectivement une réflexion qui est étayée, et là je prends mon réflexe et mon esprit résultat, est-ce que j'ai le KPI qui va avec? Puisqu'effectivement, au-delà de l'intention du sujet que je vais adresser, quel sera mon indicateur de mesure qui me fera dire que oui, j'y suis et je maîtrise ce sujet? Dit autrement, si on prend les différents points, je vais prendre par exemple l'intégration, le onboarding. OK, est-ce qu'on a un processus d'intégration rédigé, formalisé, établi, connu et respecté? Et donc, mon KPI, qu'est-ce qui me fera dire que ce process de onboarding sera respecté? Vous pouvez avoir plusieurs indicateurs de mesure. Il peut y avoir tout simplement la restitution d'un rapport d'étonnement à H2 mois du collaborateur sur son regard par rapport à votre processus d'intégration et son point de vue sur l'observation qu'il a de votre système, parce que ça peut être très riche d'enseignements. Des fois, on est trop la tête dans le guidon ou dans le volant, on ne se rend plus compte de certaines choses et une arrivée externe peut être aidante. En tout cas, là, je vous ai donné l'exemple de l'intégration. Vous voyez tous les mots qu'avec Hugo, on a pu effectivement poser, hein, qui sont en lien avec le diag RH, et il y en a encore d'autres. Mais néanmoins, quand nous, on va adresser un diag RH, on va déjà, dans un premier temps, voir sur les points centraux quels sont les sujets qui sont majeurs et adressés au vu de vos enjeux. Et on va, à partir de là, commencer à tirer le fil rouge de l'ensemble de ces éléments. Il y a effectivement un point sur la rémunération. Et évidemment, on peut revisiter une stratégie d'incentive ou de cartographie de compétences. Il y a tous les programmes de formation. Il y a tout ce qui se joue aussi sur la reconnaissance, sur les outils de reporting. Mais tous ces points, effectivement, sont importants. Donc, cette logique de diag RH, il y a deux solutions. Soit vous avez possibilité à l'agréger et à l'intégrer en interne et à avoir ce temps dédié, soit à l'instar, bande passante oblige ou organisation ou relais responsabilité oblige, vous n'êtes pas en capacité de le faire. Ce qu'on vous dit, nous, avec Bruno, c'est qu'on a, nous, la capacité à pouvoir vous aider et vous faire une petite synthèse. C'est 1, 2, 3 jours d'intervention. Hein. On n'est pas sur des gros temps agrégés, mais on va être à vos côtés par rapport à une thématique pour vous aider à bien décoder ce qui se joue en interne et bien sûr être force de proposition là-dessus. En tout cas, nous, dans notre approche, pour vous accompagner, par ce diag effectivement de quelques jours, on va vraiment poser le cadre et vous faire des propositions pour, à partir de là, vous donner les leviers et les moyens pour les mettre en œuvre, voire être à vos côtés pour les mettre en application. C'est vous qui allez réguler et on le fait avec le conseiller OPCO2I, avec nos consultants qui vont ensemble être à vos côtés pour agréger ces sujets. Peut-être un point de réaction, Bruno, sur cette partie diag RH qui souvent, on se dit souvent c'est un état des lieux, il n'y en a pas tant que besoin, et pour autant ça peut être très aidant et très facilitateur par rapport à ce qui se joue dans une boîte. Tout à fait, c'est pour ça que nous avons, dans le cadre de nos missions, la possibilité de financer des diagnostics GPEC, des diagnostics d'accompagnement des entreprises. Donc, puisque nous pouvons financer jusqu'à 10 jours de diag GPEC à 1 000 € jour, et puis pour l'accompagnement, 1 000 € jour, mais sur 5 jours, avec l'entreprise, le choix de prestataire. Hein, je rappelle, c'est pas que BPI que nous finançons, bien évidemment.
Nous sommes ouverts à tous les prestataires RH, donc qui peuvent être sélectionnés par l'entreprise. Et en revanche, nous ne faisons pas d'intervention sur ces sujets-là. Les conseillers ont juste pour rôle d'identifier et suivre les prestations et les diagnostics, s'ils sont pertinents ou pas, notamment parce que au terme de ces journées de diagnostic, nous demandons bien évidemment des livrables et quel est le plan d'action suite à ces diagnostics GPEC. Et nous avons également négocié une enveloppe financière avec l'État, donc la DRETS, dans le cadre de son dispositif PCRH, Prestation Conseil RH, où lorsque l'entreprise a besoin de plus de 15 jours ou lorsque le coût jour dépasse les 1 000 €, on peut utiliser cette enveloppe en complément selon les critères, bien évidemment, de l'État en matière de financement de ces PCRH. Et là, avec des cabinets ou des prestataires qui sont référencés par la DRETS. Donc, c'est là où on peut accompagner effectivement les entreprises. Alors, je précise que c'est pour les entreprises de moins de 250 salariés. C'est souvent celles qui sont le moins structurées au niveau service RH. Et derrière, on a souvent de belles réussites et des évolutions marquantes auprès de l'entreprise suite à ces différents diagnostics et le plan d'action derrière. Et j'ai beaucoup entendu dans ce qu'a relayé Farida, la marque employeur. Donc ça, nous y sommes effectivement assez sensibilisés, surtout les conseillers, puisque ils sont dotés de kits marque employeur pour vous aider justement dans développer l'image de l'entreprise, mais sous l'angle employeur. Et aujourd'hui, ça ne s'adresse pas forcément aux grandes entreprises qui ont déjà travaillé là-dessus, mais des TPE-PME peuvent être accompagnés sur des choses relativement simples en matière de marque employeur qui peuvent aider dans le recrutement et plus attirer les personnes, puisque je pense qu'il y a beaucoup de DRH connectés ce matin, et vous devez remarquer aujourd'hui que c'est plutôt les personnes qui répondent aux annonces qui choisissent leur employeur, et ce qui est quand même un peu différent. Et vous êtes amené aujourd'hui à vendre votre entreprise, et c'est beaucoup plus facile si vous avez travaillé sur votre marque employeur qui permet d'attirer des candidats et de fidéliser aussi vos salariés, puisque je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de concurrence. Et ça permet également de maîtriser la réputation de votre entreprise dans tout l'écosystème autour de vous. Donc, cette marque employeur est un sujet quand même important pour nous, et on a des outils pour vous accompagner sur ce sujet. En tout cas, vraiment, vous l'entendez, on est, nous tous, à vos côtés. Et c'était l'intention de ce webinaire, c'est de dire, on sait que vous avez des agendas qui sont très serrés, de l'opérationnel et du quotidien qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Des fois, prend le temps pour se poser et analyser, même si l'intention est là, même si l'envie est là et même si la clairvoyance est là. Pour autant, les modalités ne sont pas facilitantes. Nous, ce qu'on peut vous dire, effectivement, à double voix, nous tous, cabinet RH, quel qu'il soit, et acteurs sur la place, avec effectivement le financement des OPCO, on peut vous aider à vous faire gagner du temps, vous permettre de faire un diag qui vous permet de bien comprendre là où vous en êtes, ce qui se joue, les points d'alerte et les points sur lesquels, au contraire, vous pouvez capitaliser, vous donner de la matière pour que vous puissiez après en faire un sujet avec vos équipes de partage, de débrief, toujours en regard croisé à vos côtés si vous le souhaitez. Mais si on a commencé effectivement ce webinaire sur cette partie diag RH, avant de rentrer comme la slide prochaine sur le recrutement, c'est que nous, par expérience, quand un client vient nous voir et nous dit on a besoin d'un coup de main sur la marque employeur ou sur effectivement des séries qu'on n'arrive pas à trouver, inévitablement, avant de se lancer sur la stratégie de recrutement et ce qui se joue par rapport à l'organisation en interne, dans son processus et dans ses outils et ses moyens donnés, on va à tous les coups, je dirais, vous demander, OK, mais avant qu'on se lance, il en est où votre diag? Quel est votre état des lieux? Ce n'est pas du temps perdu, bien au contraire, ça peut faciliter et accélérer la suite. Donc là, on va rentrer dans le cœur du sujet sur effectivement la stratégie de recrutement et sur effectivement un rapport de force qui s'inverse. Alors, je me suis inspiré effectivement de
de certains documents vus sur le net, sur la toile par différents acteurs. J'ai trouvé cette citation par un de nos confrères sympa, où effectivement il y avait cette citation de Tonnerre, où voilà, à partir du moment où on posait un CV, ça s'enclenchait tout seul. Ben aujourd'hui, on sait que là, c'est beaucoup plus compliqué, et faire une annonce ou une mise en ligne d'un poste n'est pas aussi simple et aisé pour dire demain, j'aurai une pile de courriers à adresser ou de mails reçus, et il n'y aura plus qu'à choisir et prendre les meilleurs. On est effectivement à se poser la question, et en tout cas c'est ce qui semble se confirmer par tous les acteurs, je dirais recruteurs aujourd'hui sur la place, sur un changement de paradigme entre recruteurs et recrutés. Vous voyez les différents points que nous adressons sur la slide, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un rapport de force qui va adresser 4 points. Un, ce changement de paradigme, et effectivement on est sur un bassin aura très actif économiquement, avec un taux de chômage en dessous des résultats nationaux, et donc avec une activité, on le voit, hein, on a récemment eu des échanges avec la DRETS, le taux de plans sociaux ou de plans de départ volontaire est beaucoup moins majeur que ce qu'on a pu connaître il y a quelques années. Donc là, incontestablement, les organisations et la région est très active. Mais donc, qui dit active dit mouvement, qui dit mouvement dit effectivement une tension qui peut s'opérer entre recruteurs et recrutés. Il y reviendra après, mais il y a un rapport de force dont il faut vraiment avoir conscience. Et là, je m'adresse plutôt à vous, dirigeants et DRH, si vous avez certains de vos managers qui sont plutôt ancienne génération, alors vous savez, moi, le sujet d'intergénérationnel est un sujet que j'aime beaucoup, mais qui vont effectivement avoir un référentiel et un code mental, si je peux utiliser cette image, sur les usages précédents, et qui doivent prendre conscience qu'aujourd'hui, effectivement, il va falloir donner envie à un jeune de rentrer dans leur organisation et avoir aussi un contrat non plus, et là c'est une image que j'utilise très souvent mais que je trouve qu'il parle d'elle-même, non plus en format gagnant-gagnant, mais donnant-donnant. Et si on n'est pas dans un modèle donnant-donnant, là ça rend effectivement l'exercice compliqué pour pouvoir établir un contrat moral et contractuel bien sûr avec le candidat. Après, il y a les évolutions de recrutement avec les différents outils, les différents formats qui existent, où on n'est plus maintenant sur le courrier CV, bien sûr, par pied, et on a beaucoup d'acteurs, beaucoup de plateformes qui vont faciliter, et beaucoup de réseaux sociaux qui vont aussi donner les informations en direct et indirect, voire noter aussi les entreprises, ce qui fait qu'un jeune aujourd'hui vous a complètement googlisé, et qui que ce soit d'ailleurs, et donc avant même d'avoir son entretien de recrutement avec vous, peut avoir énormément d'informations sur ce qui se joue sur votre organisation. Et donc, attention, effectivement, et une grande vigilance sur tous ces commentaires annexes, connexes. Vous devez avoir alors, ou des community managers, ou des personnes, ou des stagiaires, des personnes dans vos équipes qui vont régulièrement s'assurer que dans votre signature marque employeur, effectivement, il n'y a pas de loup qui puisse vous mettre en risque et en exposition. On en parlait, vous l'avez cité, hein, effectivement, par rapport au sujet RH, cette guerre des talents. Effectivement, elle pouvait être marquée sur certains métiers. Aujourd'hui, elle s'adresse sur quasiment tous les métiers, tous les secteurs d'activité. On est sur les hard et les soft skills. Nous, on va adresser énormément d'attention sur les soft skills, sur effectivement ces compétences qui vont faire que même s'il n'y a pas l'expertise et la maîtrise métier, pour autant, demain, il y a une transférabilité où il y a une capacité, une appétence. Et donc, il faut être conscient qu'aujourd'hui, un copier-coller de quelqu'un qui faisait exactement le même job dans une boîte concurrente fait que demain, nous, en tout cas, on vous encourage à vous poser la question en disant, mais OK, même s'il n'y a pas l'expertise exacte, est-ce que pour autant, il n'y a pas des éléments de transférabilité? Je prends un exemple très concret, j'en parlais récemment avec un de nos clients, une entreprise de joaillerie qui effectivement avait dû repenser son modèle et donc se séparer de certains collaborateurs qu'on n'a eu aucun souci à vite repositionner. On y reviendra tout à l'heure hein, par rapport au territoire et l'employabilité, parce que tout simplement, on s'est rendu compte que dans le métier de la joaillerie, on était face à des collaborateurs qui travaillaient sur des matières nobles, effectivement de valeur, où il y avait une éthique, une loyauté, une rigueur, une dextérité, bref, un tout qui faisait que finalement, ça pouvait répondre à un cahier des charges type semi-conducteur. Et là-dessus pouvait effectivement faire qu'on ne faisait plus de bagues, mais que leur intervention pouvait se transférer sur des métiers où il fallait un doigté, une dextérité, aussi une loyauté par rapport aux matériaux qui étaient rares et de grande valeur à tenir et à gérer. Voilà, ce sont des choses sur lesquelles finalement, voilà, cette transférabilité de compétences, nous on a des idées, on a des outils, on a des leviers, c'est notre cœur de métier quand on est un cabinet RH à pouvoir se dire, au-delà des hard skills, il y a les fameux soft skills et ça peut aider par rapport à cette guerre des talents et ce repositionnement effectivement
des talents. Un petit point peut-être complémentaire, Bruno, quand tu vois le partage que je fais là sur ce rapport de force. Oui, alors sur le recrutement, bon, effectivement, la guerre des talents, on en a parlé et les entreprises le vivent au quotidien, notamment sur les métiers, les cœurs de métier de l'industrie. Alors c'est vrai que le recrutement est devenu quand même quelque chose de central aujourd'hui pour la pérennité des entreprises, parce qu'un recrutement raté, ça a un coût, hein, bien évidemment. Donc aujourd'hui, un recrutement, ça s'anticipe et ça se travaille en amont. Il faut préparer, il faut savoir rédiger sa fiche de poste, il faut utiliser tous les outils de communication possibles, puisque maintenant, les jeunes, la nouvelle génération, sont sur des logiciels qui sont, enfin, ils voient la relation au travail un peu différente par rapport à avant, et donc il faut effectivement s'adapter à ces nouveaux paradigmes au niveau des jeunes. Alors, c'est vrai que nos conseillers sont également équipés d'un kit recrutement pour accompagner et aider les entreprises pour éviter les écueils, pour que le recrutement se passe le mieux possible. Alors, c'est vrai qu'on le voit dans la slide, et moi je l'entends sur certains territoires, hein, Pôle emploi nous le dit, moi mon territoire, il est en plein emploi, et on est obligé parfois d'annuler des opérations de formation des demandeurs d'emploi par manque de candidats. Donc, nous essayons de travailler aussi beaucoup avec Pôle emploi pour aller chercher des publics un peu différents, parce que, comme l'a dit Yael en démarrage, le mouton à 5 pattes n'existe plus. Donc, il faut aussi que les entreprises, et je le vois au niveau des 32 branches, certaines découvrent un peu les problématiques de recrutement en termes d'attractivité. Et il va falloir aussi que les DRH de certaines branches changent un peu de manière de penser et ne cherchent pas des clones à tout prix, puisque aujourd'hui ça n'existe plus. Et on le voit quand on est en plein emploi quasiment sur certains territoires, ce sont souvent des demandeurs d'emploi de longue durée qu'il va falloir ramener au travail. Et donc ça se prépare et ça s'anticipe. Et donc, nous menons des opérations, notamment avec Pôle emploi sur des demandeurs d'emploi de longue durée, qui sont des niveaux éloignés de certains métiers industriels, hein, parce qu'on a des branches, bon, j'ai des branches qui me disent, moi, en dessous de Bac+3, je ne recrute pas. Ils ne sont pas assez qualifiés. Donc, on a dans l'industrie une évolution énorme des technologies. Les demandeurs d'emploi qui sont aujourd'hui chez Pôle emploi, quand on est à 7% de taux de chômage, ce sont ceux qui sont les moins qualifiés. Donc on part de loin, donc on met des SAS préqualifiants avec les préparations opérationnelles à l'emploi collectives sur les métiers dont vous avez besoin, mais bien évidemment ça prend du temps, parce que derrière on est obligé de mettre un contrat en alternance pour qualifier et certifier ces demandeurs d'emploi. Donc, ce que l'on fait parfois avec les entreprises, c'est qu'on leur propose de regarder déjà en interne s'il y a des possibilités d'évolution de certains salariés. Et donc là, on les accompagne par le biais du plan de développement des compétences ou des différents autres dispositifs avec des fonds européens pour justement faire monter vos salariés en interne à des postes qui nécessitent plus de compétences, et derrière qui vous permet d'embaucher des demandeurs d'emploi moins qualifiés, mais que l'on a déjà commencé à donner des bases sur les métiers industriels. Donc tout ça, en fait, doit se regarder de manière globale. On ne peut plus effectivement juste mettre une annonce et se dire on va répondre à ma demande. Non, ça ne marche plus comme ça. Et on a des belles réussites également en travaillant avec des réfugiés. On a des dispositifs, on est en lien avec le ministère de l'Immigration qui facilite l'administratif. Et aujourd'hui, on a quasiment 100% de taux d'insertion sur ces publics-là, parce que souvent, ils viennent avec un bagage de compétences qui est quand même relativement élevé. On a parfois des ingénieurs, on a des techniciens de maintenance, on a des mécaniciens, on a des gens donc, qui ont le geste technique et qui ont juste un problème, c'est le français langue étrangère que l'on est obligé de rajouter donc dans certaines formations. Et ce sont des gens qui s'insèrent très bien dans l'industrie. Et je vous dis, on a eu de très belles réussites. Donc, je crois qu'il faut aussi tenir compte que vous ne trouverez plus ce que vous cherchez maintenant. Donc, il faut diversifier et il faut changer sa manière de penser et de recruter.
Alors, je vois le temps qui tourne. Vous le verrez dans les prochaines slides. On va y adresser peu de temps, mais on y a déjà fait avec Bruno une allusion. N'oubliez pas qu'effectivement, il y a un vrai sujet sur le sens, sur les croyances, sur les valeurs et sur effectivement la mobilisation et la mise en mouvement des collaborateurs. Vous en avez beaucoup parlé dans le cadre du sondage sur la marque employeur. Je ne vais pas développer tous les points. Vous aurez mis à disposition par Aurélie et Farida ce support, mais voilà, il y a des points où effectivement on raisonne global, comme le dit à juste titre Bruno, et on raisonne effectivement marque employeur avec différents points. Et un deuxième point qui est important, c'est votre stratégie de recrutement. Vous êtes plutôt cueilleur, vous êtes plutôt tisseur. J'ai trouvé cette image sympa sur un document sur la toile. Et c'est vrai que ça pose tout simplement une question sur, voilà, dans notre stratégie, dans notre posture RH, comment va-t-on adresser une conversation avec de futurs candidats? Comment va-t-on se rendre visible? Est-ce qu'on sera plutôt cueilleur ou tisseur? Ce qui est important, c'est de se dire que, effectivement, au-delà du diag RH, le focus diag recrutement, et là, rebelote, on peut vous financer et vous aider là-dessus à ce sujet. Vous avez des aides qui vous permettent de vous faire gagner du temps sur une analyse quanti et quali, à la fois de vos processus et aussi du modèle opérationnel pour pouvoir vraiment rationaliser. Certaines entreprises sont vraiment avec un structurant très organisé, d'autres vont complètement l'externaliser, d'autres vont le faire un peu en pas de côté. En tout cas, on peut aussi vous aider avec un plan d'action à structurer quanti-quali vos processus, les ciblages, les organisations adressées, la visibilité effectivement sur les réseaux sociaux. Et nous avons des experts qui sont à vos côtés pour peut-être vous faire gagner du temps ou s'autoriser à vous dire, là, votre mouton à 5 pattes, vraiment, il n'est plus là, il n'est plus sur la place et il va falloir vraiment accueillir que ce n'est plus, je dirais, ce n'est plus le modèle de demain. Il va falloir vraiment trouver un modèle opérationnel ou d'organisation interne à redistribuer autrement parce que toutes ces missions, toutes ces compétences ne peuvent plus être agrégées sur une seule personne. On avait envie de vous poser une petite question, Aurélie. Tout à fait. Alors, la petite question. Alors, pour vous, sur quel canot est-ce que vous allez recruter? Est-ce que c'est plutôt de l'interne ou est-ce que c'est plutôt de l'externe? Donc, je vous laisse un temps de réponse. Donc, sur quel canot allez-vous pour recruter? De l'interne? Je vois déjà le résultat. De l'interne ou de l'externe? Il y a une majorité là qui s'est prononcée tout de suite. Je laisse un petit peu de temps et je vais lancer les... Voilà, ça ne bouge plus. Donc, je vous partage, on est sur du 86% de l'externe et du 14% en interne. Alors là, les chiffres, évidemment, ne sont pas surprenants. Bien sûr que la chasse et le recrutement en externe est majeur et facilitant. Ça permet d'acquérir, entre guillemets, du sang neuf et de nouvelles compétences ou de nouveaux profils au sein de l'organisation. Néanmoins, et là, on prend 2 secondes notre casquette un petit peu challengeante de conseil RH, n'oubliez pas que l'employabilité interne est un levier très important, pas toujours valorisé. Et effectivement, on va souvent mettre un collaborateur dans une case, dans une responsabilité, dans une fonction, avec effectivement des hard et des soft skills, comme on le disait tout à l'heure. Mais parfois, et on le voit chez certains clients, l'autorisation de déclencher pour un collaborateur l'occasion de faire un pas de côté, ou de voir ou d'adresser son métier autrement, ou de changer effectivement de posture sur certains sujets liés à l'organisation, c'est aussi quelque chose qui s'accompagne, qui se développe. On a au moins l'avantage d'avoir le collaborateur en interne qui sera formé, qui sera développé et qui là-dessus peut acquérir de nouvelles compétences. Alors, rebelote, on ne va pas développer tous les points. Bruno en a parlé, la formation interne et externe est majeure et là-dessus, il y a plein de dispositifs, d'acteurs sur la place qui peuvent vous aider effectivement à développer et former vos collaborateurs, soit les nouveaux entrants, parce que vous pouvez aussi prendre le pari de quelqu'un qui aura une personnalité et un style à propos et aligné avec votre organisation et qui a besoin de se caper, entre guillemets, de se développer sur certaines compétences, soit hard, soit soft, et donc vous allez le former, et c'est aussi votre projet d'intégration, il ne faut pas se l'interdire, comme vous pouvez prendre un collaborateur en interne que vous allez effectivement, avec un plan de carrière établi, embarquer. Les jeunes, on y reviendra, en tout cas, si vous le souhaitez, avec plaisir pour échanger sur ce qui se joue au niveau de l'intergénérationnel, mais effectivement, les jeunes
doivent être adressés avec un contrat moral et cette fameuse approche dont je vous parlais donnant-donnant, pour pouvoir effectivement leur donner envie. Des jeunes vont être encore très sensibles à des marques employeurs très prestigieuses, des grosses boutiques. D'autres sont au contraire très heureux d'être dans des PME, dans effectivement des entreprises qui sont avec cette agilité, avec un modèle très rapide et très facile de décodage et peuvent s'y sentir très bien. Donc, comment est-ce qu'on valorise effectivement la marque employeur d'une organisation plutôt à dimension humaine que des gros modèles avec effectivement des acteurs qui ont une signature connue sur la place. Les seniors, c'est un vrai sujet, on l'entend encore aujourd'hui et c'est adressé d'actualité hein, sur le projet retraite de demain et sur l'âge de la retraite de demain. Il y a un vrai travail. Je sais que la région, l'État engage une vraie réflexion sur comment capitaliser sur les seniors. Et ce n'est pas parce que j'ai plus de 50, 55 ou 60 que je suis hors jeu du modèle de demain. Va s'adresser évidemment, de par l'expérience, la valeur de la rémunération, mais va aussi s'adresser, bien sûr, pour cette population, une expertise et une capacité et une agilité qui peut être facilitante, surtout dans l'intégration effectivement d'autres collaborateurs. Donc, voilà, il faut en tout cas vous poser la question, comment est-on vis-à-vis de nos jeunes et dans le contrat moral que l'on a avec eux, dans notre façon de les embarquer, comment est-on vis-à-vis des seniors et comment est-ce qu'on accompagne leur employabilité interne ou externe, comment est-on dans nos programmes de formation et dans les choix, hein, choisir c'est renoncer, donc quelles sont nos priorités et nos bonnes batailles. En tout cas, il y a vraiment une vraie vigilance pour garder les compétences et éviter bien sûr la fuite des talents. Juste à titre indicatif, vous voyez, par rapport à une entreprise pour laquelle nous sommes intervenus à titre d'exemple, voilà, dans un scan, vous avez un exemple, on a pu faire un scan par rapport aux 6 sphères majeures que vous voyez, et on a pu, via des interviews, via des études et via certains éléments, tout ça aussi financé via un modèle de subvention d'État et régionale, on a pu donner un point d'étape en disant aux clients, ben voilà, là c'est plutôt vert et ça roule, là par contre rouge, et donc on va prioriser sur les chantiers engagés en immédiat pour pouvoir bien s'assurer qu'on adresse ces 6 sphères majeures qui sont la communication, le sourcing, l'évaluation, l'intégration, le pilotage et l'orientation. Pareil, si ça peut vous aider, pour vous en interne, voir comment vous adressez ces sujets et potentiellement avoir besoin en pas de côté d'un petit coup de pouce sur une des thématiques sur lesquelles vous n'avez soit pas le temps, soit pas de visibilité et pour qu'on puisse vous aider là-dessus. Bruno, peut-être une réaction par rapport à cet élément effectivement sur les sphères majeures de recrutement et ce que j'ai pu partager sur les compétences? Oui, alors c'est vrai que moi je voudrais insister par rapport à ce qui a été dit sur la slide précédente. C'est vrai que nous on l'a observé à la fois au national et en régional, c'est possibilité pour les entreprises de créer par exemple leur centre de formation d'apprentis. Ça c'est une ouverture de la loi de septembre 2018. Alors c'est vrai qu'il faut quand même avoir une certaine taille quand même pour pouvoir mettre en place un CFA, mais ça a permis à des grands groupes de se dire sur le marché de l'emploi ou sur le marché de la formation, je ne trouve pas forcément l'adéquation avec les compétences attendues. Et dans ce cas-là, on a des grands groupes industriels qui ont créé leur propre CFA et qui utilisent leur marque employeur pour justement attirer les jeunes dans ces centres de formation d'apprentis. Donc ça, c'est aussi peut-être une piste à regarder. Bon, c'est plutôt, je vous l'accorde, plutôt pour les grands groupes. Sinon, sur l'apprentissage et les contrats de pro, là, bien évidemment, on est à vos côtés puisque c'est notre cœur de métier aujourd'hui, puisque les opérateurs de compétences ont récupéré la gestion des contrats d'apprentissage et nous accompagnons les branches professionnelles à la fois dans la définition des coûts contrats, puisque maintenant le financement des contrats d'apprentissage est dévolu aux OPCO et on finance contrat par contrat. Et il y a eu une libéralisation de l'apprentissage avec la loi de 2018 et la possibilité pour beaucoup d'organismes de formation de se mettre sur l'apprentissage. Donc aujourd'hui, vous avez un panel de propositions et de formations qui est quand même assez importante, d'où le fait que c'est la 2e année consécutive qu'on bat des records en France sur l'alternance, puisqu'on a dépassé les 718 000 contrats en alternance en 2021. Au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, on a fait plus 20% ces 2 dernières années sur l'alternance. Donc, c'est un dispositif qui commence à rentrer dans les mœurs
grâce aussi à l'enseignement supérieur qui s'est mis sur l'apprentissage. Mais bien évidemment, il ne faut pas délaisser l'apprentissage du bac et infra, puisque là aussi, on a des branches qui ont quand même des besoins à des niveaux CAP, bac également. Donc là, n'hésitez pas à consulter vos conseillers OPCO 2I. Alors pour les entreprises qui ne seraient pas industrielles, il y a 11 OPCO en France donc, qui ont les mêmes missions. Donc n'hésitez pas à contacter vos OPCO sur ces sujets-là. Et un autre aspect aussi que j'aimerais expliquer, c'est que je demanderai quand même aux entreprises de bien répondre lorsque on souhaite faire des journées portes ouvertes ou des immersions dans les entreprises. Ça, c'est important que vous vous mobilisiez, puisque compte tenu des difficultés que vous avez à recruter, je crois qu'il est important que l'industrie montre ses métiers et s'ouvre au public. Parce que autant mes collègues du bâtiment travaux publics, quand vous passez devant un chantier, vous voyez à peu près quels sont les métiers et comment les gens travaillent. L'industrie, c'est vrai que les usines sont souvent dans des zones industrielles fermées, on ne voit pas du tout ce qui s'y passe et à un moment donné, je crois qu'il va aussi falloir qu'on fasse plus de promotion, mais pas que nous, parce qu'on a besoin de vous, industriels, pour que vous montriez et vous ouvriez vos entreprises. Merci Bruno. Alors on va effectivement juste vous demander, parce que il serait intéressant de voir un petit peu vos cailloux dans vos chaussures, vos petites fleurs. Dit autrement, quand vous voyez ces thématiques que l'on a sur la stratégie de recrutement, hein, sur ce terrain pénurique, sur ces marchés en tension, ces métiers en tension, selon vous, quand vous voyez effectivement cette petite slide que je vous présentais précédemment sur les 6 thématiques, vous aujourd'hui, de manière très authentique et anonyme, mais sur laquelle êtes-vous plutôt à l'aise et plutôt vous vous sentez confort et bien outillé, équipé en interne, et à l'inverse, sur lesquels sujets pensez-vous que vous n'avez pas une vraie maîtrise du sujet? À toi Aurélie. Mais Aurélie, si tu peux lancer le sondage. En fait, donc on vous a interrogé sur le fait de savoir quelle était pour vous, parmi ces 6 sphères, quelle thématique était pour vous, donc vous vous sentiez le bien équipé, et du coup on en déduira la question inverse. Donc je répète, sur les 6 sphères, quelle est la thématique sur laquelle vous vous sentez plutôt bien équipé en interne? Donc la communication, le sourcing et la gestion des viviers, l'évaluation, l'intégration et le développement des compétences, l'organisation et les ressources. Allez-y. Encore quelques instants. La majorité d'entre vous ont voté, je pense. Encore quelques secondes. C'est bon, Aurélie, je pense qu'on peut clore le sondage. Donc, ce qui ressort en premier, intégration et développement des compétences. Ensuite, l'évaluation, l'organisation et les ressources, la communication à 11%, et enfin, sourcing, gestion des viviers à 6%. Yael? Ouais, très très intéressant. Alors je suis sincèrement surprise par effectivement le taux très très marqué sur l'intégration et le développement des compétences, mais en même temps très surprise et agréablement surprise. Parce qu'effectivement, beaucoup de clients ou de collaborateurs peuvent penser que parce qu'on n'a pas suffisamment investi en budget com sur ça. Et en fait, vous avez raison. Et je vous rejoins à 100%. Si on n'a pas un très bon process d'onboarding, si on ne réussit pas une intégration, on dit toujours qu'on ne peut pas faire 2 fois une bonne première impression. Et si on n'a pas une vraie stratégie, et vous allez le voir dans les slides qui suivent, sur le développement des compétences, vous pouvez avoir toutes les bonnes intentions de sourcing, d'évaluation, de partenaires, de pilotage, d'outils, de process, ça ne prendra pas. Donc c'est vraiment une super nouvelle en tout cas de savoir que vous vous sentez plutôt bien équipé par rapport à ce sujet parce que c'est majeur pour pouvoir cascader. Alors on va voir maintenant au sens inverse les points d'alerte sur lesquels les personnes ici autour du webinaire se sentent moins équipées, outillées. Du coup, en fait, ce qui ressort, c'est le sourcing et la gestion des viviers.
La communication et organisation ressources, en moins. Tu peux remettre la slide, s'il te plaît, parce qu'effectivement, j'ai plus le… Tout à fait. Le sourcing et toute la partie sourcing et communication. Donc, c'est vraiment un point majeur où vous êtes équipé en interne pour pouvoir développer, intégrer et développer effectivement, comme je disais, les collaborateurs. Le vrai sujet, c'est qui sont les partenaires les plus à propos pour vous aider en termes de sourcing et qui sont les acteurs qui vont pouvoir vous aider à bien ajuster votre communication. Alors, à ce sujet, nous, on avait une option à vous proposer avec le Bruno. Ça ne donne pas toutes les réponses, mais néanmoins, il faut l'avoir en tête. C'est qu'effectivement, comme je le disais, l'employabilité, donc là, vous avez une slide un peu générale sur l'employabilité interne, externe, et je vous laisse la parcourir parce que c'est vraiment pas un gros mot. On avait fait il y a un peu plus d'un an un webinaire qui avait eu un franc succès là-dessus sur démystifier l'employabilité. Et moi, je préfère 10 fois plus avoir une visibilité sur mon plan de carrière et avoir des étapes qui soient ou pas toujours intégrées à l'organisation ou demain avec une autre prospective, que d'être dans un flou artistique où effectivement, je vais perdre mes repères et mes sens. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est qu'effectivement, au niveau de la région Aura, dans ce que tu m'as partagé, effectivement, Bruno, il y a un sacré référentiel. Donc, on a une base de données, effectivement, de plus de 450 000 salariés avec l'ensemble de ces organisations cartographiées, comme tu le disais en introduction. On est sur les fameuses 32 branches que tu avais effectivement citées en introduction, où là, on a vraiment des thématiques. Ceci étant posé, il faut se dire que il y a des études qui existent aussi, qui peuvent être par un secteur d'activité, par une géographie, par un métier, par une pyramide d'âge ou un genre, par une ancienneté ou une seniorité. En tout cas, toutes ces études peuvent vraiment vous permettre de voir si, dans les postes que vous recherchez, vous êtes sur le bon ciblage et donc, à partir de là, pouvoir adresser les bons sourceurs, les bons recruteurs qui vont vous aider. Parce que si votre ciblage fait qu'aujourd'hui, ça ne répond pas à un besoin, qu'effectivement, il y a un trou dans la raquette, tout recruteur, quel qu'il soit, et de bonne composition malgré tous les outils, ne pourra pas trouver votre collaborateur. Juste à titre indicatif, et ça c'est propre à BPI, comme LHH, comme l'ensemble des cabinets sur la place qui vont effectivement faire de l'accompagnement à l'emploi, en support aussi de ce que peut faire la PEC, bien sûr, et Pôle emploi. N'oubliez pas qu'il existe, alors si je prends juste le cas BPI, on en a plus de 3000 sur ces 3 dernières années, et si j'associe les résultats avec LHH, on n'est pas loin des 10 000 personnes. Donc, on a rien que sur le terrain régional des personnes qui sont aujourd'hui en sortie d'organisation, qui sont effectivement, de par le modèle, et on ne revient pas là-dessus, obligés de quitter, ou qui ont levé la main, si c'est un plan de départ volontaire, de quitter une organisation. Donc, nous, on a une vraie photographie de leurs compétences, hard et soft. On les aide dans la courbe du changement à accueillir le fait de changer demain d'organisation, voire de se reconvertir, de se former professionnellement, voire de créer leur boîte, ou de reprendre un poste salarié. N'oubliez pas, messieurs, dames, qu'on a, nous, des mini-CV, des dizaines, des centaines de mini-CV à vous proposer, de personnes que l'on peut repositionner, qui, effectivement, avec un petit coup de barre ou un petit pas de côté, des fois, tout simplement à 30 ou 50 degrés, peuvent facilement s'intégrer, seront tout de suite disponibles, et oui, on est effectivement sur une disponibilité immédiate, et seront mobilisés pour à nouveau s'intégrer et s'associer à votre organisation. Donc, n'oubliez pas qu'au-delà des recruteurs, on a, nous, des viviers, tous les cabinets RH sur la place, de profils de mini-CV. Nous avons des experts marchés dans ces métiers qui vont passer leur temps, effectivement, à se rapprocher d'organisations comme les vôtres pour dire, tiens, nous, on a ces mini-CV, on sait que dans le métier central, ils ont l'expertise suivante, mais il peut y avoir aussi une transférabilité et potentiellement un transfert sur un autre métier qui puisse correspondre à votre organisation. Donc, on est vraiment sur du cadre et non-cadre, on est sur de l'homme et de la femme, on est sur différents secteurs d'activité. Là, je vous ai fait juste un petit extract volontaire sur une des géographies sur la région Rhône-Alpes. On en a plusieurs, mais en tout cas, on est, nous, avec un taux de solution à plus de 85%, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus de 8 personnes sur 10 qui en repositionnement retrouvent un job, et pas toujours à l'équivalent de son poste précédent, mais parce qu'on a su l'encourager à se développer, à se former, à se convertir, et aussi à accueillir une proposition qui était un peu distincte de son modèle et de sa référence. Bruno, un petit commentaire là-dessus, avant qu'on regarde effectivement le point de vue de nos participants sur ces études? En complément effectivement des accompagnements là, dont tu as parlé, c'est vrai que nous, on travaille aussi sur les demandeurs d'emploi qu'on dit, enfin demandeurs d'emploi, non, ils ne sont pas demandeurs d'emploi, puis ils ne sont pas inscrits à Pôle emploi,
Il y a en France plus d'1 million de personnes, de jeunes essentiellement, qui sont hors des radars, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en formation, ils sont ni à l'éducation nationale, ni à Pôle emploi. Et l'État et la région travaillent sur ces publics-là pour essayer de les récupérer. Donc, il y a un nouveau dispositif qui vient de mettre en place par l'État, on va voir ce que ça donne. Mais il y a un gros travail aussi fait par les missions locales pour aller chercher ces publics qui sont vraiment, qu'on dit invisibles et hors des radars. Donc aujourd'hui, compte tenu de la difficulté de sourcer les publics, on met vraiment en marche tous les moyens possibles pour aller chercher vraiment de partout les différents publics pour les accompagner et les faire monter en compétences. Et alors, au niveau des différents territoires, nous avons au sein de l'OPCO2I, nous avons un observatoire compétences industrie, donc qui est accessible en ligne. Vous tapez sur Google Observatoire compétences industrie et vous avez accès à toutes les études que nous avons menées. Alors à la fois des études nationales sur certaines filières, certains métiers. Là, il y a une étude sur l'industrie papier-carton qui démarre. On en a déjà sorti un certain nombre. On peut réaliser également des études sur des territoires par filière. Là, on travaille essentiellement avec les branches professionnelles dont les entreprises industrielles dépendent. Et à ce moment-là, même au niveau de l'entreprise, si vous avez des besoins particuliers, il faut en faire part à votre branche professionnelle qui, parmi les 32 branches que nous servons, nous consulte et on peut envisager effectivement des études pour mieux connaître les besoins du territoire. Au-delà de ce que l'on peut faire nous en termes d'études, moi je vous invite à voir une étude qui est sortie récemment par France Stratégie et la DARES sur les métiers 2030 et qui est vraiment intéressante et qui fait de la prospective sur les différents métiers qui vont être nécessaires dans les années à venir. Et ce qui peut être inquiétant, c'est 760 000 postes à pourvoir chaque année d'ici 2030. Donc, vous voyez l'enjeu effectivement des recrutements et de changer un peu de posture et d'aller chercher des publics différents que l'on avait l'habitude de trouver, qui n'existent plus malheureusement. Et tu as raison, et c'est d'ailleurs ce qui va nous suivre juste après ce sondage, toute la partie prospective métier sur lequel on va vraiment vous challenger parce que c'est un sujet qui est aujourd'hui indiscutable et sur lequel il doit y avoir une visibilité la plus éclairée, la plus objective, la plus factuelle et pragmatique des prochains mois et des prochaines années. Avant qu'on regarde effectivement la prospective, juste avoir votre point de vue, messieurs, dames, sur le sens ou pas de ces études de bassin. Parce que je vois précédemment, avant d'être dans le métier RH, moi je ne me posais pas la question de ces études de bassin et d'employabilité. Je raisonnais sur ce que j'entendais de mes confrères, via les FED, via les syndicats XYZ, mais je n'avais pas le réflexe effectivement de solliciter ou d'aller chercher des informations que vous avez, OPCO, comme tu disais Bruno, qu'on a nous aussi à disposition pour l'ensemble de nos clients. Donc, juste avoir votre point de vue sur ces études d'impact et ce que vous en pensez. Alors, on vous laisse répondre dans le chat. Je me ferai la voix de ce que vous allez écrire. Donc, je rappelle, que pensez-vous de l'impact et de l'importance des études de bassin et d'employabilité? Donc, allez-y. Vous pouvez l'indiquer dans le chat. Alors, je ne connaissais pas, ne me sert pas à grand-chose. Voilà, c'est plutôt je ne connais pas, je ne connaissais pas utilisé. Et c'est très intéressant, mais sincèrement, on parle souvent de benchmarking et c'est un sujet que j'adresse très régulièrement avec des dirigeants quand on travaille sur leur modèle, leur business model et la vision et les enjeux stratégiques de demain. C'est au-delà de la perception qu'il a et de ce qu'il observe. Est-ce que vous avez fait une étude? Est-ce que vous avez des éléments agrégés qui vous donnent un état de lieu de là où vous êtes aujourd'hui et de là où effectivement le marché va demain? Et là-dessus, alors nous, on n'est pas en connaissance immédiate et instantanée. On a bien sûr des outils pour pouvoir faire des tris, des filtres et récupérer client par client et sujet par sujet les éléments dont ils ont besoin. Mais il faut absolument
être conscient de ce qui se joue au niveau de ces études de bassin et d'employabilité, parce qu'elles vont donner le tempo du coup d'après. Et on va bientôt effectivement finir notre webinaire sur ce point, sur la partie prospective. Le 4e item, je vous rappelle, hein, on est modèle 1, on était sur avoir un bon état des lieux, diagnostic RH. Modèle 2, c'est effectivement avoir une stratégie recrutement étayée et bien outillée. Modèle 3, c'est avoir ses études de bassin. Modèle 4, on le fait. Alors ça, cette fois-ci, pour des entreprises, quelle que soit leur dimension. On a l'impression que parfois, ça ne s'adresse qu'à des grands groupes. Pas du tout. On est là pour effectivement se poser la question effectivement de la prospective. Effectivement, se poser la question de est-ce que vous êtes conscient des collaborateurs demain qui porteront votre business model, de ceux qui vont amortir votre activité future, de ceux qui risquent peut-être de disparaître prochainement parce que ces métiers vont avoir un degré d'automatisation où le marché n'y répond plus. Peu importe, les nouveaux à recruter pour demain, quelle que soit la formulation, finalement, avez-vous, je dirais, une idée déjà de votre prospective sur vos métiers de demain? Et là, ça s'adresse à chacun d'entre vous sur effectivement vos secteurs d'activité respectifs. Petit sondage, parce que là, je pense qu'on sera très très intéressé avec Bruno de voir votre réponse sur votre regard et votre éclairage ou pas. Et on est à l'aise là-dessus, hein, il n'y a pas de jugement de valeur, il y a juste un point de vue et un regard croisé sur est-ce que j'ai une vraie photographie de mon modèle de demain. Tu peux lancer le sondage, Aurélie. Alors déjà, avez-vous fait une analyse prospective de vos métiers? Déjà. Ouais. Question de base, oui, non, pour savoir un petit peu où est-ce que vous vous situez par rapport à ça. Et ensuite, on pourra aller dans le détail avec des précisions dans le chat par rapport aux typologies que tu mentionnais, Yael. Ouais. « 73% de non. Donc, 3 quarts, 1 quart. Ouais. Alors, messieurs, dames, là-dessus, évidemment, je ne vais pas me mettre en posture haute ou posture de sachante, mais il n'y a pas débat. Quel que soit vos secteurs d'activité, que vous ayez une organisation de 10, 15, 50, 100, 200 ou plus, si affinité, il faut absolument que vous vous adressiez un temps, soit en interne avec vos équipes, et on vous encourage à le faire en discussion en interne, d'en faire vraiment un sujet de conversation, ou alors vous faire aider en pas de côté par un cabinet, par des experts, des conseillers qui vont pouvoir vous aider là-dessus. Mais il est vraiment important que vous puissiez avoir en tête ça, ce qu'on appelle le gap analysis, pardon pour l'anglicisme, mais sur la stratégie d'écart, il faut absolument qu'il y ait une analyse qui puisse vous permettre de faire un focus. Et ça, alors nous, on a les fiches de poste, les compétences et tous les scans. Hein, on a des tableurs et des tableurs très conséquents pour prendre à vos côtés les 10 postes majeurs sur lesquels vous dites, bah voilà, demain, sur mon métier, voilà les 10 postes dont j'ai besoin. Faire un lien sur leur degré d'automatisation. On va faire appel à des startups qui va mouliner le degré d'automatisation, qui va effectivement regarder la criticité sur un bassin de proximité ou régional ou national ou international, qui va vous faire aussi un point de vue via plein de data management qui vont être compilés du timing et du degré de criticité des métiers que vous avez ciblés, pour tout simplement vous dire en résumé, entre votre état des lieux, aujourd'hui vous avez 100 personnes, par rapport aux métiers que vous avez ciblés, ceux qui potentiellement peuvent adresser ce qu'on appelle la couverture et le développement de demain, quel va être le pourcentage de couverture qui va pouvoir adresser votre business model, quels sont à l'inverse les métiers, Bruno en faisait allusion, qui sont effectivement pas aujourd'hui d'actualité chez vous, qui ne sont pas transférables ou développables, qu'il va falloir donc soit ou louer ou acheter, mais il n'y a pas de débat qu'il va falloir déjà enclencher une prospective. Dit autrement, il y a le concret aujourd'hui déjà de certains postes qui manquent, mais nous, on vous challenge très simplement et en totale humilité avec Bruno sur, OK, il y a le concret d'aujourd'hui, mais il y a surtout ce qui se joue demain. Et si vous n'anticipez pas déjà par rapport à certains métiers de demain, une criticité que nous, on voit, qu'on observe et qu'on a pu identifier sur certains secteurs d'activité, sur certains métiers, alors là, non seulement il y a déjà aujourd'hui un point d'alerte, mais demain, vous allez rendre l'exercice très compliqué pour pouvoir adresser et porter votre business model. Donc, nous, là-dessus, c'est vraiment, et je pense qu'on est peu sur la place, je veux le dire en totale simplicité, parce qu'il faut vraiment des outils, des bases de données. On est adossé effectivement au groupe Adecco qui a beaucoup de matière et beaucoup d'informations. On a toutes nos études de poste clients qui nous permettent effectivement de mixer toutes ces données pour pouvoir vous indiquer
le degré de couverture, le degré d'automatisation, pardon, et de développement des compétences pour que vous puissiez à partir de là adresser les bonnes chasses en termes de sourcing et les bonnes réflexions dans votre organisation si jamais il y avait une redistribution des rôles et des responsabilités. Yael, juste, il y a une question en lien. Est-ce que cette analyse peut-elle être un objectif d'un diagnostic RH? Alors, elle peut s'inscrire en partie, mais pas que. C'est-à-dire que nous, on va vraiment être focus sur ce qu'on appelle roles and skills, les métiers et les compétences. Et donc, on va avoir un mode d'abord interview avec une équipe effectivement dédiée sur quels sont les métiers et les compétences majeures aujourd'hui et qui font que dans votre projection à 2, 3, 5 ans, elles resteront majeures. Et donc, on va scanner ces compétences. On va prendre le modèle de demain et voir effectivement les compétences et les métiers dont on a besoin. Et à partir de là, on fait une analyse. Quel est le taux de couverture? J'ai des entreprises qui vont être avec un taux de couverture à 70-80%. Donc, vont avoir effectivement une petite partie à amortir en buy-borrow, entre guillemets, en achat ou en emprunt, mais ont déjà, de par les expertises présentes et de par le plan de développement, de formation et des compétences, capacité à pouvoir porter le business model. On a des organisations qui, par rapport à leur enjeu d'aujourd'hui versus leur métier de demain et le marché de demain, vont avoir un taux de couverture, il n'y a pas de souci, hein, mais vont avoir un taux de couverture qu'à 30%. Et ça, on sait qu'on est à âge 3 ans. Donc, très vite, on anticipe. Et là, rebelote, il y a plein d'outils, plein de supports en Diag RH qui vont nous aider effectivement à voir, par rapport à là où l'organisation en est, comment effectivement on va amortir et adresser ces prochains mois et ces prochaines années. Mais vous ne pouvez pas, avec ou sans nous, le sujet n'est pas là, mais vous ne pouvez pas ne pas vous poser cette question, messieurs, dames, sur dans 3 ans, quel sera notre métier, quel sera mon marché, et donc est-ce qu'on a un taux de couverture suffisant en termes de criticité, hard et soft skills, et en termes de rôle et de métier. Merci. Peut-être une réaction là-dessus? C'est vrai que sur ces sujets-là, bien évidemment, il faut essayer d'anticiper le plus possible. Après, quand on voit le chiffre de 73% de mémoire, effectivement, on peut s'inquiéter. Mais enfin, malgré tout, il y a quand même, comme je vous le disais, des études par filière, par branche professionnelle qui peuvent déjà vous permettre d'avoir une vision globale des choses et de pouvoir faire le parallèle avec ce que vit votre entreprise. Donc, et là-dessus, justement, nos financements de Diag GPEC, c'est de travailler avec vous sur donc lorsque vous avez un cabinet qui vous accompagne, de vous aider sur la pyramide des âges, sur les métiers stratégiques effectivement de votre entreprise. Si jamais telle personne s'en va, quelles compétences je perds, etc. Donc tout ça effectivement est à prendre en compte dans l'entreprise. Mais déjà, il est intéressant de s'appuyer sur toutes les études déjà qui existent et qui nous donnent déjà des éclairages. Hein. Nous, on le voit sur cette étude qui vient de sortir sur les besoins de 760 000 postes par an à pourvoir. Il va falloir que l'industrie, on travaille sur l'attractivité des métiers parce que les premiers métiers qui apparaissent, c'est pas dans l'industrie au niveau des volumes. Donc, ça veut dire que sur les 700 et quelques mille postes, il y en a 45 000 dans les métiers industriels. Donc, ça veut dire que c'est pas on ne sera pas forcément en visibilité au niveau des besoins prioritaires au niveau du pays. Donc, aujourd'hui, il va falloir qu'on continue et avec vous à travailler sur la connaissance et l'attractivité de vos métiers pour attirer les gens vers l'industrie parce que c'est une vraie concurrence. Il y a une vraie guerre des compétences entre les branches. Hein, même au sein de l'industrie, au sein de nos 32 branches, tout essaye dans leur coin et parfois avec nous pour valoriser leur métier et ça va vraiment être une chasse aux compétences. On arrive bientôt au terme, je vois le temps qui tourne. Peut-être Bruno, en quelques slides, effectivement, on a préparé les différentes aides, hein, la fameuse voie VOX, VOE, OPCO, hein, et que les cabinets RH partenaires peuvent faire à vos côtés pour les organisations. Donc, on a 3-4 slides, si tu peux juste rapidement les commenter par rapport aux statistiques et par rapport aux aides existantes. Oui, on a déjà abordé pas mal de sujets. Donc là, je vous rappelle notre rôle de financeur effectivement au niveau des entreprises, hein, à la fois des salariés et des demandeurs d'emploi. Donc une force de frappe pour la région relativement importante, hein, plus de 310 millions d'euros.
mais c'est pas uniquement, on n'a pas que un rôle de financeur. Je crois que les nouveaux opérateurs de compétences, suite à la réforme de 2018, a un rôle aussi d'accompagnement avec une offre de services, hein, à la fois vous accompagner avec des fonds européens, donc que l'on négocie avec à la fois l'État et la DRETS et des fonds de la région également pour vous accompagner dans le développement de vos compétences, puisque vous savez que depuis la réforme de 2018, les entreprises de 50 à 300 ne bénéficient plus de fonds mutualisés au titre du plan de développement des compétences. Donc, on essaie de trouver d'autres possibilités. On vous accompagne également dans l'alternance. Donc, pas que sur le financement, on peut vous accompagner aussi pour fluidifier la relation avec le centre de formation d'apprentis. On va avoir un portail accessible sous peu pour les entreprises et les prestataires de formation pour suivre encore plus facilement les dossiers et réduire les formalités administratives et fluidifier le système. Et on a des services pour vous accompagner dans le cas de rédaction ou d'information pour la signature du contrat en alternance. On a aussi la possibilité, des solutions financières, bien évidemment, c'est vous accompagner dans la recherche et l'optimisation de financement, à la fois propre de l'OPCO2I et des partenaires que sont l'État, la région, l'Europe. On a les diagnostics donc pour vous financer, donc on vous en a parlé. Mon compte 2i, donc ça sera le futur portail justement pour avoir une meilleure visibilité sur vos démarches et vos projets en cours avec un système de reporting automatique. Et nous avons pour à la fois les entreprises de moins de 50 salariés, nous avons un système d'action clé en main, c'est-à-dire que sur des sujets de formation et des besoins de compétences qui nous sont remontés par vos branches professionnelles, eh bien, nous lançons des appels d'offres auprès d'organismes de formation sur ces formations dont vous avez besoin pour négocier les tarifs, puisque nous faisons du volume. Donc, pour les moins de 50, en général, c'est gratuit. Et pour les plus de 50, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel négocié avec les organismes de formation. Paiement direct aux organismes de formation. Donc là, c'est la possibilité de confier la gestion de votre plan de développement des compétences à l'OPCO2I et qui paye pour vous directement les organismes de formation. Et du coup, vous n'avez plus qu'un seul interlocuteur qui est l'OPCO2I au lieu d'avoir X comptes comptables en fonction de vos prestataires de formation avec qui vous travaillez. Donc, c'est une simplification de la gestion de votre plan de développement des compétences. Donc, en gros, le message, c'est que vous aviez peut-être une vision ancienne de votre OPCA. Avec la réforme de 2018, donc de plus d'une vingtaine, nous sommes passés à 11 OPCO, donc il y a eu des fusions. Aujourd'hui, nous représentons l'industrie. Donc, nos missions ont évolué avec la réforme. Donc, n'hésitez pas à contacter votre conseiller. Vous avez sur le site opco2i.fr tous les contacts nécessaires. Nous sommes présents sur tout le territoire Auvergne-Rhône-Alpes et toutes nos entreprises sont affectées à un conseiller. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On va arriver bientôt au terme de notre webinaire. Hein. On est à quelques minutes, Farida et Aurélie, de notre atterrissage pour Bruno et moi dans le cadre de ce webinaire. En tout cas, voilà, vous le voyez sur la synthèse, sur la photographie je dirais de cette slide. On a effectivement deux enjeux. On a un enjeu de sécuriser le recrutement et l'intégration. Et on insiste bien sûr sur à la fois la personne ciblée et le processus d'intégration, parce qu'il y a très fréquemment des personnes qui vont arriver mais qui ne vont pas rester. Donc il y a une extrême vigilance sur le casting et les moyens qui vont leur être donnés. Et puis bien sûr, il y a aussi la rétention des talents qu'on doit rendre encore plus ambassadeurs. J'ai un petit clin d'œil et une petite pub, 2 secondes, on a fait effectivement un TEDx il y a 2 ans sur l'engagement. Et il y a quelques clés qui donnent aussi, via ce TEDx qui avait été mandaté par la région, sur comment on embarque et comment on maintient en mouvement effectivement des équipes sans les perdre et en les gardant mobilisés. Voilà, on est pile dans les temps. Aurélie, Farida, est-ce qu'on a des questions complémentaires ou pas? On en a une. Vas-y, Farida. Non, vas-y, je t'en prie, Aurélie.
Efficacité réelle de ce type d'analyse, c'était pour tout à l'heure les analyses quand on évoquait le sujet. Est-ce que c'est vraiment efficace pour une PME industrielle de 20 personnes qui est dans le domaine de la sous-traitance? Bruno, je te laisse peut-être prendre le micro en premier, puis j'enrichis après. Je crois que c'est pas une question de taille d'entreprise, ça c'est bien évident parce que vous avez vu la concurrence qu'il y a pour aller chercher des talents. Et je crois que en plus, quand vous faites des diagnostics comme ça, où vous analysez un peu les risques sur certains salariés que vous avez en interne, sur lesquels il va falloir travailler, fidéliser certaines autres personnes, faire monter en compétences, etc. Si vous et de toute façon, ce genre de diagnostic, vous voyez tout de suite l'efficacité derrière, puisqu'il y a toujours derrière des outils de mesure. Hein. Si vous voyez, vous avez par exemple votre turnover, vous regardez si les gens sont fidèles. Donc vous avez des résultats quantitatifs derrière et même qualitatifs vis-à-vis des salariés parce que leur relation au travail a changé aujourd'hui. Ils se préoccupent surtout de ce que vous mettez en place sur la RSE. Ils ont aussi un intérêt par rapport à l'environnement. Qu'est-ce que vous faites vis-à-vis de l'environnement? Donc, il y a plein de sujets sur lesquels ce diagnostic peut vous aider à travailler et ça participe à votre marque employeur et à vous rendre plus visible et plus attractif qu'aujourd'hui. Donc, de toute façon, si vous faites ce genre de démarche, vous verrez automatiquement, avec certains critères, l'intérêt et le bénéfice que les entreprises en retirent suite à ces diagnostics. Nous en finançons plusieurs milliers par an et je peux vous dire que la plupart qui ont commencé un diagnostic RH, chaque année, nous en redemandent. Rien à ajouter. Il y a une petite précision, Yael, ça portait pas forcément, la question portait pas forcément sur le diag, mais sur l'analyse stratégique d'écart, quand on avait abordé cet aspect-là. Je ne sais pas si tu peux apporter des précisions, Yael, à ce niveau-là. Est-ce que tu peux repréciser dans ce cas-là, s'il te plaît, pour être sûr de bien comprendre la question? Eh bien, l'analyse d'écart par rapport à la Carrefour des compétences là qu'on avait abordée, la réponse était à 73% non. Est-ce qu'il y a efficacité réelle de ce type d'analyse sur une PME industrielle de 20 personnes dans le domaine de la sous-traitance? Vous aviez précisé que quelle que soit la taille, effectivement, tous les deux, quelle que soit la taille, c'était important, mais peut-être souligner. Tout au fond du modèle de demain, aujourd'hui, pour moi, une organisation, et on le voit avec certains clients, une organisation peut être avec 20 personnes et très vite peut accélérer son modèle. Et il y a des entreprises qui, en l'espace de 2 ans, ont eu un taux de croissance tel qu'effectivement, de 20, ils sont passés à 50, voire 80, voire 100. Donc pour moi, aujourd'hui, être acteur d'une organisation de 20 personnes, mais avec une niche marché ou avec une stratégie marché qui va accélérer le modèle, posons les fondamentaux, posons les racines, mais ne nous interdisons pas, effectivement, de déjà anticiper la gouvernance. Là, j'ai un bureau d'études, par exemple. Ils étaient une dizaine il y a 3 ans, ils sont maintenant plus de 50. Le dirigeant a dit, Yael, il faut que vous nous aidiez à poser un cadre, à voir comment, en termes de gouvernance, au niveau des rôles et responsabilités, au niveau de notre stratégie marché, on puisse avancer bien cadencer, parce qu'on a plein d'envies, les carnets de commandes se remplissent, mais là, on se rend compte qu'il va falloir un petit peu structurer, processiser, et là-dessus, nous, on a des outils qu'on peut facilement implémenter, qui sont très simples d'usage, mais qui permettent de préparer le coup d'après. Donc oui, vous pouvez être une entreprise de 20 personnes. Oui, vous pouvez vous poser la question sur votre diag RH, votre prospective de demain, parce que dans le modèle de réflexion, on va vous aider à étayer votre stratégie marché, votre stratégie people, et pouvoir effectivement vous aider à accélérer ce modèle. Super. Bien, notre webinaire touche à sa fin. Merci Yael, merci Bruno pour vos interventions. Il nous reste juste à vous dire que voilà, on a été très très heureux de partager ce moment avec vous. Merci pour vos retours. N'hésitez pas à compléter l'enquête de satisfaction. Pour nous, c'est très utile. Peut-être si tu peux placer les slides, Yael, juste pour vous dire 2 mots sur Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Donc,
peut-être que ça vous a paru un petit peu compliqué. En fait, on est là pour vous simplifier la vie au niveau des dispositifs et du parcours et des différents types d'accompagnement auxquels vous pouvez prétendre, que ce soit ceux de la région, ceux de l'État, ceux de l'OPCO, ceux de l'APEC, ceux du MEDEF, peu importe. Nous, on est là pour vous simplifier la vie en tant que chargé d'affaires d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et au plus près de vos territoires, parce que là, effectivement, on est sur Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, chaque collègue emploi formation a un représentant au niveau donc, de chaque territoire dont on vous a mis la liste. On vous a aussi rappelé… on vous a aussi rappelé… C'est un vrai plaisir de travailler avec vous. Merci. Les prochains événements de l'agence, si tu peux passer. Voilà, à titre de rappel, donc 12 mai, notre prochain webinaire sur la digitalisation au service de la montée en compétences. On sera certainement en lien avec le campus du numérique et peut-être effectivement aussi avec l'agence pour l'amélioration des conditions de travail. Ça nous semblait important à ce niveau-là. Merci à tous, bon appétit, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. L'industrie est notre richesse.